Elle m'a dit, je pense que nous devrions en rester là et être de simples amis. Mon ex a plus besoin de moi que toi. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Nous étions debout sur le parking derrière son appartement à Lyon, à l'endroit exact où j'avais prévu de lui remettre la clé de la petite Peugeot grise pour laquelle j'avais économisé pendant des mois. Au lieu de cela, j'ai glissé la clé au fond de ma poche, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit calmement, « D'accord, j'espère que tu seras heureuse. » Pas de cris, pas de supplications, pas de questions, car je connaissais déjà la réponse. Elle a eu l'air soulagée, comme si elle venait de poser un fardeau pesant, ne réalisant pas que ce qu'elle venait d'abandonner, c'était la dernière once de respect que j'avais pour elle. Je me suis retourné, je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans un regard en arrière. Des moments comme celui-là peuvent sembler étrangement paisibles, comme si l'on acceptait enfin la réalité. À l'époque, je pensais que c'était la fin de l'histoire. Ce ne l'était pas. Quelques mois plus tard, au milieu de la nuit, elle est apparue devant ma porte, trempée par la pluie, le mascara coulant sur ses joues, avec une petite foule derrière elle filmant la scène. Chloé et moi étions ensemble depuis 3 ans. Je suis photographe indépendant, le genre d'homme qui passe la moitié de sa vie à chasser la lumière plutôt que les gens. Elle était comptable, stable, mesurée, précise. D'une certaine manière, nous nous équilibrions. J'apportais le chaos créatif, elle apportait la structure. Du moins, c'est ce que je croyais. Pendant longtemps, notre relation semblait fluide. Nous ne nous disputions pas pour l'argent, la confiance ou l'avenir. Elle aimait mon calme, j'aimais son pragmatisme. Mais le confort a cette drôle de façon de devenir invisible dès que quelque chose de plus brillant passe par là. Ce quelque chose a pris la forme de son ex, Maxime. Le gars a réapparu de nulle part, soudainement auréolé de succès, portant des costumes de marque, conduisant une berline allemande et racontant partout comment il avait enfin remis sa vie sur les rails. Il a commencé à envoyer des messages à Chloé, disant qu'elle lui manquait, qu'il avait mûri. Au début, elle me racontait tout. Elle disait qu'il n'était qu'un ami traversant une période difficile. Mais j'ai senti son ton changer. Elle a commencé à parler de lui comme d'un projet à réparer, pas comme d'une personne à éviter. Puis sont venues les excuses, des heures supplémentaires au cabinet, l'aide pour un business plan, des dîners avec d'anciens collègues. À chaque fois, je voulais poser plus de questions, mais je ne l'ai pas fait. Non par naïveté, mais parce que je voulais voir ce qu'elle ferait si on la laissait face à sa propre honnêteté. Il s'est avéré que cette honnêteté avait une date de péremption. Un soir, nous étions assis dans notre brasserie préférée. Son téléphone s'est éclairé, « Dîner ce soir. On doit parler. » Elle a incliné l'écran comme si le message la brûlait. Je n'ai pas dit un mot, j'ai continué à manger. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose de lourd et de définitif s'est installé dans ma poitrine. Je savais où cela menait. J'avais déjà tout prévu pour notre anniversaire, cette petite voiture citadine dont elle rêvait. Elle l'avait mentionné une fois au détour d'une conversation, peut-être un jour, quand nous serons plus stables. Je voulais la surprendre, non pour l'impressionner, mais parce que je pensais que cela lui faciliterait la vie. C'est fou comme on peut planifier un avenir avec quelqu'un qui a déjà un pied dehors. Le lendemain soir, elle m'a demandé de passer. Sa voix était douce, presque répétée. Elle n'a pas pleuré, n'a pas semblé coupable. Elle a simplement prononcé la phrase qui a tout déclenché. Ses paroles confirmaient mes soupçons, elle ne partait pas par nécessité, mais par curiosité. Je me souviens avoir ressenti une clarté étrange, ni douleur, ni colère, juste une confirmation. Elle voulait voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Alors j'ai souri, j'ai gardé la clé dans ma poche et je suis parti. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression de perdre quoi que ce soit. Les semaines suivantes, j'ai attendu que la tristesse m'envahisse, mais elle n'est jamais venue. Je suis allé travailler, j'ai retouché mes photos, j'ai mieux dormi que durant ces dernières années. Parfois, la paix vient simplement du lâcher-prise. Les gens pensent qu'un cœur brisé ressemble à des pleurs dans l'obscurité, mais parfois, c'est juste un homme sur un parking vide qui réalise qu'il n'a jamais été le problème. Après cette nuit-là, je n'ai pas sombré. Pas de SMS d'ivrogne, pas de déprime nocturne. Je me suis plongé dans le travail. J'ai accepté plus de reportages de voyages, des paysages, des festivals locaux, des portraits de gens qui semblaient encore vivants. Mes photos ont commencé à attirer l'attention.
Une galerie à Arles m'a invité pour une petite exposition intitulée « Immobilité ». Tout a été vendu plus vite que prévu. C'est étrange, j'arrivais à capturer le calme plus facilement que la détresse. De temps en temps, des amis communs mentionnaient Chloé, sans que je demande rien, avec ce ton de confidence. Ils disaient qu'elle semblait heureuse avec Maxime, l'homme d'affaires. Je souriais simplement en pensant que les choses les plus brillantes sont souvent les plus creuses. Pendant des mois, je ne l'ai pas revu, jusqu'à ce que des rumeurs circulent. Maxime n'était pas celui qu'il prétendait être. Ses entreprises n'étaient que des prêts impayés et des escroqueries. Il devait de l'argent à des investisseurs, utilisait des cartes de crédit au nom d'autrui et fuyait de ville en ville dès que la situation devenait trop réelle. En quelques mois, Chloé avait vidé ses économies pour couvrir les dettes de Maxime. Elle a lutté pour garder son appartement et son emploi, mais la pression est devenue insupportable. Elle a fini par tout perdre. On disait même qu'elle portait des marques qu'elle ne pouvait expliquer. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, juste un sentiment d'inéluctabilité. Ceux qui chassent les mirages finissent toujours par trébucher sur la réalité. À ce moment-là, j'avais ma propre réalité à gérer. En travaillant sur un reportage en Bretagne, j'ai rencontré Manon, la rédactrice en chef du projet. Nous passions de longues heures à réviser des photos et à nous taquiner autour d'un café. Lentement, une connexion s'est établie, silencieuse mais indéniable. Elle était vive, brutalement honnête et allergique au drame. Lors de notre première rencontre, elle a regardé mon vieil appareil et a dit « Tu sais, cet objet semble avoir plus de vécu que la plupart des gens. » J'ai ri. C'était la première fois qu'on me faisait rire sans essayer de réparer quelque chose en moi. Nous avons commencé à travailler ensemble régulièrement. Il n'y a pas eu de grande déclaration cinématographique, juste deux personnes qui n'avaient rien à prouver, présentes l'une pour l'autre jour après jour. Entre deux voyages et des sessions de montage nocturnes, j'ai réalisé que Chloé ne me manquait pas, c'était l'idée que je me faisais d'elle qui me manquait. Puis, un soir, mon téléphone a vibré. Un numéro oublié, Thomas, je sais que j'ai déconné. Maxime est parti. Il a menti sur tout. J'ai tout perdu. Mais je sais que tu tiens encore à moi. S'il te plaît, on peut se voir? Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? J'ai fixé le message longtemps. Ni colère, ni nostalgie, juste de la fatigue. J'ai répondu, je t'aimais, mais la personne que j'aimais n'existe plus. J'ai envoyé, bloqué le numéro et posé le téléphone. Aucun regret, car parfois, tourner la page ne nécessite pas de discussion, mais simplement de réaliser qu'on ne doit aucune explication quand on fuit le chaos. 3 mois plus tard, par une nuit paisible, alors que Manon dormait sur le canapé un livre sur la poitrine, des coups violents ont retenti à ma porte. J'ai d'abord cru à une erreur de livraison, mais les cris ont commencé, « Thomas, ouvre cette foutue porte. » Espèce de lâche. Je me suis figé. Cette voix éraillée et trop familière, c'était Chloé. Quand j'ai ouvert, la scène était surréaliste. Elle était là, trempée, le regard fou, le maquillage coulant, et derrière elle, 3 individus avec leur téléphone en train de filmer. J'entendais les déclics des appareils et quelqu'un murmurait, « Continue de filmer. » Chloé m'a pointé du doigt, la voix tremblante de rage, « Tu m'as abandonné. Tu as ruiné ma vie. C'est ta faute tout ça. » Je l'ai regardé, non pas avec choc, mais avec incrédulité devant une telle chute. Cette femme qui s'inquiétait autrefois de la palette de couleurs de ses rideaux hurlait maintenant des accusations comme une étrangère. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai juste demandé, « Qu'est-ce que tu fais, Chloé ?» Elle s'est approchée, les yeux vitreux. « Tu te crois meilleur que moi avec tes jolies photos pendant que je souffre? Tu m'as brisé. » Ses amis ont commencé à crier aussi, essayant de me provoquer pour obtenir une réaction virale sur les réseaux. Il ne fallait pas être un génie pour comprendre que c'était un coup monté, une tentative désespérée de me faire passer pour le méchant de son histoire. Manon est apparue derrière moi, calme, et a dit d'une voix ferme, « J'appelle la police. » Chloé a eu un rire hystérique, « Allez-y, que tout le monde voit qui il est vraiment. » Mais je ne bougeais pas. Je restais là, les mains dans les poches, la regardant avec ce calme qui rend les gens instables fous de rage. Quand j'ai enfin parlé, ma voix était plate, « Tu n'as pas été abandonnée, Chloé. Tu t'es abandonnée toi-même le jour où tu as choisi le mensonge. » Ces mots l'ont frappée, je l'ai vu dans ses yeux. Puis son masque est revenu et elle a recommencé à frapper ma poitrine tandis que ses amis enregistraient.
Manon est restée en ligne avec la police jusqu'à leur arrivée. Quand ils sont arrivés, je me suis écarté et je leur ai montré les images de mes caméras de surveillance, la violation de propriété, les cris, sa tentative d'intrusion. Les policiers l'ont regardé, puis m'ont regardé. L'un d'eux a soupiré, habitué à ce genre de scène. « Madame, vous devez partir immédiatement. Si vous revenez, vous serez interpellée. » Chloé tremblait, « Il ment, il m'a détruite. » Mais personne ne la croyait. Même ses amis semblaient mal à l'aise et baissaient leur téléphone. Les agents les ont escortés dehors. Alors qu'elle quittait le perron, elle s'est retournée une dernière fois, les yeux brûlants de haine et de détresse. « Tu le regretteras, Thomas. Tu regretteras de ne pas m'avoir sauvé. » Je n'ai pas bougé. Une fois les gyrophares disparus au bout de la rue, j'ai murmuré pour moi-même, « Non, Chloé, c'est toi qui vis déjà avec les regrets. » J'ai fermé la porte, verrouillé le loquet et je suis resté là, dans le silence, tandis que Manon glissait sa main dans la mienne en demandant si ça allait. J'ai hoché la tête, oui, pour la première fois, je crois que ça va vraiment. Après cette nuit, le calme est enfin revenu. Quelques semaines plus tard, Manon et moi avons fait nos cartons et quitté la ville. Nous nous sommes installés dans un petit village sur la côte bretonne, entre les falaises brumeuses et les landes vertes. J'ai ouvert un petit studio de photographie, rien de luxueux, juste des murs blancs, de la lumière naturelle et l'odeur du sel marin qui entre par la fenêtre. Plus de clients obsédés par les tendances, plus de faux sourires pour les réseaux sociaux, juste des paysages et la tranquillité que j'avais oubliés. Manon travaillait en freelance, écrivant sur les sentiers cachés et les tempêtes côtières. Parfois, elle s'asseyait près de la fenêtre, son ordinateur sur les genoux, les cheveux ébouriffés par le vent, pendant que je développais mes pellicules. Nous ne parlions pas beaucoup du passé. La paix n'a pas besoin d'explication. Le studio marchait assez bien pour payer les factures, et c'était suffisant. J'ai supprimé mes réseaux sociaux, non par colère, mais par désintérêt. Quand on a vécu dans le chaos des autres, le silence devient le plus beau des sons. Un matin de printemps, en rangeant mon bureau, ma main a frôlé un objet froid, une clé de voiture sur son anneau d'origine, celle que j'avais prévu de donner à Chloé cette fameuse nuit. Je l'ai tournée dans ma main, le métal captant la lumière comme un souvenir fantomatique. Manon est entrée avec 2 cafés. « On dirait que tu as trouvé un trésor », a-t-elle plaisanté. J'ai souri, d'une certaine manière, oui. J'avais acheté ça pour quelqu'un qui ne comprenait pas l'amour. Maintenant, je pense qu'elle pourrait servir à écrire une nouvelle histoire avec quelqu'un qui le comprend vraiment. Elle m'a regardé longuement, a posé les cafés et a dit doucement, « Je ferai en sorte que tu ne regrettes jamais de l'avoir offerte. » Et je savais qu'elle le pensait. Ce soir-là, nous avons pris la route le long de la côte, l'océan à notre droite et le soleil embrasant l'horizon. La radio diffusait une musique douce, les vagues s'écrasaient sur les rochers en contrebas. À un moment, Manon m'a demandé, « Est-ce que tu penses encore à elle parfois ?» J'y ai réfléchi. Je me suis souvenu de la voix de Chloé, de son chaos, de la version de moi-même qui essayait de réparer ce qui ne pouvait l'être. Puis j'ai secoué la tête, pas vraiment. Je pense à celui que j'étais quand je l'aimais, et au chemin que j'ai parcouru depuis. Manon a souri et a entrelacé ses doigts aux miens. La route serpentait devant nous et l'avenir semblait enfin limpide. Chloé a disparu après cet incident. Les rumeurs parlaient de dettes impayées et de problèmes de santé mentale. Ses réseaux sociaux ont été supprimés. Certains avaient pitié d'elle, mais je ne ressentais ni haine, ni pitié. J'ai simplement laissé couler. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est parfois la seule façon de garder sa dignité intacte. La guérison n'est pas une vengeance, c'est simplement trouver enfin la paix.